C'est bon, c'est parti? C'est bon. OK. Alors, je m'appelle Marc Boilard. Je suis un ami personnel à Frédéric aussi depuis plusieurs années. Et je travaille en communication dans le showbiz depuis toujours. Je fais de l'humour, de la gérance, etc. J'ai lancé un site de rencontre dans monclasseur.com qui ferme demain d'ailleurs. Alors, t'es dedans parce qu'il y a des choses qui sont montées, qui sont descendues. N'oubliez jamais la définition d'un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs dans son domaine. Fait que je ne suis pas pire expert dans plein d'affaires. Et donc, je fais des conférences aussi, puis j'ai écrit des livres, dont le dernier s'appelle « Soyez compris ». Aujourd'hui, c'est un peu un résumé de ça que je fais. Dans le fond, ce que je vous ai préparé, c'est une espèce de présentation très interactive. OK, moi, je suis à la radio, entre autres, j'anime des lignes ouvertes. Vous ne pouvez pas me déranger, ça se peut pas. C'est quasiment mon métier qu'on me dérange pendant que je parle. Tu vois, comme toi, tu viens d'arriver sur 11-0. Je trouve ça très agréable, ça va bien. Ton nom, c'est? Merline, et vous? Comment? Merline. Merline. Ah, c'est joli, ça. Comme Merlin, en Châtel. Voilà. Fait que, donc, c'est ça. Si vous avez tout à coup quelque chose, vous voulez intervenir, peut-être un truc, vous avez une question, ou vous n'êtes pas d'accord, parce que moi, je ne suis pas dans le domaine de l'ingénierie. Ce que je parle, c'est de la communication. C'est des zones grises. C'est des théories, c'est des expériences qu'on a, des fois c'est des croyances qui peuvent être fausses, etc. Donc c'est pas là, je viens vous dire, attention, la dernière découverte dans un laboratoire, c'est des expériences avec des conclusions, des réflexions, des trucs tirés du livre que j'ai fait, de d'autres livres que j'ai lus, etc. Donc, vous comprenez qu'à tout moment vous intervenez, on jase, ou vous écoutez, là, moi je suis à l'aise avec toutes les... Je veux dire, mon problème, c'est que je pourrais vous jaser 4 heures non-stop. À un moment donné, il faut que ça arrête. Fait que, ça peut être ça aussi. Vous pouvez dire, hey, j'ai besoin d'un break, calme-toi. Mais je vais essayer de me contenir. Non, mais à chaque fois, j'aime beaucoup venir faire la présentation. Je suis avocat en passant, là, je suis membre du barreau. Ça fait que je ne suis pas ingénieur, mais mes amis le sont tous. Puis dans mon classeur, l'histoire, si vous voulez, pour la petite histoire, c'était en 2003. J'étais à l'époque à une émission de télé qui s'appelait Testostérone avec Mike Ward. Probablement vous connaissez Mike, qui est un ami depuis longtemps. Et puis, je reçois un email de 2-3 cracks, dont 2 de l'ETS, Ricardo Machado, Dominique Fortin, qui sont rendus chez District M, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait du programmatic, non? Puis Sébastien Filion, qui lui était au HEC, qui est aussi un des partenaires de District M. Puis là, il dit « Hey, salut, on regarde tes affaires à TV, c'est drôle, on a lancé un site de rencontre, peut-être que tu vas en parler. » Puis moi, j'avais l'idée d'un site de rencontre, mais je me disais, ils sont toutes plates, les sites de rencontre, pourquoi il n'y en aurait pas un qui est drôle? Ça fait qu'on a pris mon univers, mon classeur, tu ouvres des dossiers, tu poses des mines, on a tout pris mon vocabulaire, on a fait une interface comme ça. Puis je l'ai lancé à la télé, puis ça a duré 15 ans. Ça. Puis malheureusement, comme je vous dis, c'est très drôle, je vous en parle, il ferme là, la nuit prochaine. Parce que la technologie, le marché, etc., bon, c'est comme ça. Ça fait que ça, c'est pour la présentation générale. Donc aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas de PowerPoint. Parce que si j'avais un PowerPoint, je commencerais avec ça, puis je me connais, ça me ferait penser à ça, puis là, j'irais à l'autre slide, puis je dirais, ah ouais, je vous ai déjà parlé de ça, puis ça. Ça fait que j'aime mieux que ce soit un peu slack, puis qu'on jase plus, mais que je sache que, OK, il y a ça aussi que j'ai dit ou j'ai pas dit. Mais oui. Je t'interromps, je voudrais aussi dire aux gens qu'il se peut qu'une question au quiz 1 soit liée à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, si vous voulez prendre des notes, je me rappelle de ça parce que tu m'as dit qu'il n'y a pas de PowerPoint, fait que c'est sûr que je ne peux pas mettre de PowerPoint sur le site. Non. Prenez des notes. La vidéo, honnêtement, je ne peux rien garantir. Là, on ne sait même pas si ça va marcher. On est à l'ETS, hein, c'est sûr que tout est vraiment top au niveau technique. Sachez que prenez des notes, je pense pas que vous allez avoir des difficultés à comprendre ce que je dis aujourd'hui, mais sachez que je pourrais poser une question sur son signal aujourd'hui dans le présent. Bon, allons-y. Ça fait que, alors, je commence dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est pas juste de la communication. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé d'adapter, c'est si on veut, une conférence, appelons ça comme on veut, une présentation, mettez le mot que vous voulez, là, qui est sur la communication particulièrement interpersonnelle, donc toute l'idée des conflits interpersonnels, le travail d'équipe, toutes ces patentes-là, mais adaptée à votre réalité. Puis Frédéric me demande de venir la faire chez vous souvent parce que moi, je l'ai vécu avec mes partenaires à l'époque. Il y a souvent, chez les gens qui choisissent une carrière plus technique, un côté où est-ce qu'on pense que la com, c'est un mal nécessaire, le marketing, c'est un mal nécessaire, etc., puis que tout est toujours focusé sur la qualité du produit, etc. Ce qui est vrai, mais qui ne fait jamais le tour de tout. Vous n'aurez jamais un autre projet qui va marcher autant que si vous avez quelqu'un d'idée avec quelqu'un d'opération. Moi, en opération, vous aurez deviné, je suis une grande nullité. Je veux dire, je suis un gars pour le suivi, je suis à chier, puis je suis désolé, mais c'est comme ça, puis je le sais, puis Ricardo, lui, c'est une bombe absolue. Je veux dire, vraiment, c'est un programme informatique. Il doit avoir un cœur à quelque part, mais je ne sais pas il est où. Puis il est vraiment, on est des grands chums, mais un sans l'autre, et ça a été très conflictuel souvent. Puis avec le recul, on se rend compte qu'il serait juste rien énervé. Exemple, quand on regarde monclasseur.com, on se dit, ah, ben c'est l'idée de Marc Boilard. Oui,
Mais si j'avais été avec du monde moyen, au lieu d'être avec des tops, preuve en est comment la carrière, comment ils ont poussé, puis qui sont devenus dans le marché, ça aurait duré 6 mois. J'aurais fait mon lancement à télé, on aurait eu plein d'inscriptions, puis 6 mois après, pour des raisons de qualité, d'opération, etc., ça serait mort. Si moi, je n'avais pas été là, les gars n'auraient jamais même vu l'existence de ce qui s'appelait TrueMeet dans le temps. Ça aurait été un petit site qui traîne sur Internet. C'est comme la pédale à gaz puis le frein sur une voiture. Si je vous demande de choisir, je ne sais pas lequel des deux vous allez prendre, mais soit que vous avancerez jamais, soit que vous allez faire un accident après 30 secondes. Ça fait que la première affaire, c'est soyez parfaitement au courant que les skills, les habiletés que vous avez qui sont réelles et nécessaires ne sont pas complètes. Vous ne pouvez pas atteindre un projet. Si on faisait la nomenclature des projets puis des compagnies qui étaient avec du potentiel fou furieux puis qui finalement sont allés nulle part, presque toujours, ce n'est pas à cause qu'il y a les forces du marché. Ce qui nous arrive aujourd'hui à mon classeur, c'est très rare que c'est comme ça qu'une business marque. Très, très, très rare. Vous avez Uber qui a fait mal au taxi, vous avez Tinder, Bumble qui a fait mal au dating, appelons-le classique, c'est-à-dire avec des sites ou autres, des sites locaux, j'appellerais. Il n'y a plus de marché pour un site local. La géolocalisation a rendu tout local. Mais moi, quand on a lancé le site en 2004, mais c'est sûr que quelqu'un qui voulait rencontrer une autre personne, il aimait avoir une marque de commerce qui lui disait de quoi, ça rassemblait beaucoup de monde, puis tu savais que tu n'allais pas rencontrer quelqu'un à Calgary, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, tu dis à 50, à 100, à 20 km, puis tu viens de supplanter tout l'intérêt d'avoir une marque locale. Fait que tous ces petits exemples-là que je vais essayer de vous saupoudrer tout le long de notre conversation, c'est pour vous démontrer à quel point les raisons pour lesquelles un projet se met à bien fonctionner, c'est pas uniquement parce qu'il a été bien fait. C'est vraiment pas la seule formule. Il y en a beaucoup d'autres et c'est ce bout-là que moi je veux vous présenter. Ça fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espèces de sous-sections dans ce que je vous présente. Je les ai mis dans l'ordre que j'avais le goût de vous raconter. La première, c'est le chiffre 80%. C'est assez répandu dans le domaine de la com que 80% des problèmes au travail, je dirais 100% des problèmes dans la vie personnelle, mais 80% dans la vie professionnelle, donc au travail, sont de nature relationnelle. Le petit test semi-joke, semi-vrai que je fais tout le temps quand je commence une conférence devant plus du staff d'entreprise, c'est que, puis là on va faire le même exercice, je vous demande de penser, reportez-vous il y a quelques jours, dimanche soir, quand vous avez mangé, vous êtes devant la TV, l'ordi, peu importe, vous savez que demain, la semaine recommence avec toutes les obligations que vous avez de livrer un travail, de passer à travers telle matière, peu importe. Je vous demande juste de vous mettre dans cet état d'esprit-là, de dimanche dernier, puis de penser, on ne se le dira pas, vous le gardez pour vous, de penser, c'était quoi l'élément le plus stressant? Qu'est-ce qui vous stressait le plus par rapport à la semaine qui s'en venait? Alors là, vous pouvez mettre n'importe quelle catégorie là-dedans. Ça peut être qu'est-ce qui vous tentait le moins, qu'est-ce que vous aviez le goût de passer par-dessus le plus vite possible, qu'est-ce que vous trouvez difficile, que vous dites ça, j'y arrive jamais. Pensez à ce qui vous stressait le plus, peu importe la catégorie. OK? Maintenant, dans votre tête, dites tout haut quel est son nom. Eh oui, parce que si vous êtes sincère envers vous-même, presque certain que le problème qui vous stressait le plus, c'est une personne. C'est un coéquipier, c'est un prof, c'est une personne. C'est pas vrai que le budget nous stresse, puis non, c'est le responsable du budget qui est rentré en disant « là, il faut que tu rentres là-dedans ». C'est pas vrai que c'est « oh mon Dieu, on a un nouvel échéancier, le projet maintenant rentre dans de nouvelles... » Non, c'est pas ça qui vous stresse réellement, c'est la personne qui porte le changement qui vous est imposé. On est tout le temps aux prises, 80% des problèmes. Donc, pourquoi je commence avec ça? C'est juste pour vous montrer que tout ce qu'on va jaser aujourd'hui, qui est du human, qui n'est pas du technique, c'est toujours ça qui va causer le problème. Même juste à l'embauche. Là, vous êtes aux études, bientôt vous allez avoir un stage ou autre, vous allez faire une ronde de job, etc. Le piège que tout le monde fait dans toutes les entreprises, puis c'est un adage que moi j'adore, c'est on engage pour les habiletés, donc ce que vous développez ici, puis on congédie pour l'attitude. Puis ils ne se trompent pas, hein? Tout le monde continue d'engager pour les habiletés. En un mot, qu'est-ce qui est le plus important, c'est le CV ou la personnalité? Moi, je pense que c'est la personnalité. Je pense que quelqu'un qui sort de l'ETS a reçu la formation
qui doit avoir lieu, sauf quelques exceptions. Et habituellement, un système, ça se filtre de lui-même, quand il est clairement défini. Moi, j'ose penser que le TS, c'est un système clairement défini. Il y a une culture ici, il y a une façon de faire, il y a une façon de voir, il y a une rigueur, il y a une qualité. C'est clairement défini. Ça veut dire que quelqu'un qui ne filtre pas le TS, règle générale, il se filtre de lui-même. Pour toutes sortes de raisons, après 1 an, après 2 ans, il y en a qui partent, etc. Puis ils ont raison de partir. Ils ne sont pas moins bons, ni pires ou autres. C'est que si le système est bien défini, il se filtre de lui-même. Ça fait que tu devrais normalement dire, moi, j'ai besoin d'engager un junior en ingénierie, dans votre cas informatique. Ben voilà, j'ai la classe... Électrique, là, tu viens d'officier toute la classe. Électrique. Oui, mais tu es en microélectronique, toi. Ah ouais, mais ça c'est moi. Moi, je suis pas parfait comme eux autres. OK, c'est ça. Oui, mais je vais dire comme mon prof, j'avais eu un prof de comptabilité et droit qui était à la fois comptable et avocat. Puis devant toute la classe, puis il y en a là-dedans qui s'en allaient étudier là-dedans, toute la classe, il avait dit, oui, ça c'est comme les notaires, la mauvaise herbe de la profession. Ça fait qu'on va faire semblant que toi, tu es la mauvaise herbe de la profession. Je parle à de prestigieux futurs avocats, ingénieurs électriques. Désolé pour la parenthèse. Maintenant, tout ça pour vous dire que, normalement, dans des besoins d'ingénierie électrique, il devrait dire, moi, je cherche un ingénieur junior, je vais commencer par la base. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une formation adéquate, c'est sûr que je ne le considère pas. Mais à partir du moment où ça s'est fait, ce qui devrait être votre cas, en tout cas, j'espère que je ne me trompe pas, là, après, la différence, ça va être, je suis désolé, mais votre personnalité. Ceci étant dit, faites-en pas un gros bémol, je vais juste vous expliquer un peu ce à quoi vous allez être confronté. Mais dans la vraie vie, vous allez être embauché sur une portion importante de votre CV, puis c'est après que ça chie. Tandis que sur le coup, les gens vont dire, mais moi, je vous le dis d'expérience, puis je l'ai vu, puis vous allez le voir, puis c'est dans tous les domaines, mais très honnêtement, on devrait accorder beaucoup plus d'importance à la façon que les gens interagissent entre eux autres, etc. Écoutez, même quand il y a des coupures en entreprise, c'est démontré que les premiers qui partent, c'est souvent ceux avec qui on n'aimait pas travailler, sous le couvert d'une coupure de poste. Ça fait que rappelez-vous cette phrase-là parce que c'est important, puis je trouve que ça en dit long, c'est-à-dire on engage ses habiletés, puis on congédie sur l'attitude. Deuxième petit segment, puis celui-là, écoutez, je vous en parle parce que c'est comme un peu l'étage en haut de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. On tombe quasiment dans le philo, puis ça, c'est pas moi qui ai pensé à ça, c'est un auteur du New York Times qui a écrit un livre excellent que j'ai lu qui s'appelle « Thank you for being late ». Donc, merci d'être en retard. Puis, il prend ce graphique-là que je vous explique, qui est super simple, et qui explique à peu près toute l'époque dans laquelle on vit. Puis qui va expliquer aussi pourquoi le relationnel est important, puis quelle importance peut-être même il est en train de prendre, alors que c'est peut-être moins évident qu'on pense. Ça, c'est le changement. Ça, c'est le temps. Ça, c'est l'avancée technologique. Puis ça, c'est l'adaptabilité humaine qui s'améliore au fil quasiment, ma foi, là, des siècles. Là, je vous donne un exemple. Au fil du temps, plutôt long, je dirais quelques décennies, on a eu une avancée technologique intéressante qui était l'automobile. Puis l'humain a eu le temps de s'adapter à peu près en temps réel avec la façon que l'automobile montait. Quand l'automobile est arrivé au début, ben là, ça a changé la démographie. Le rural a pu se rendre en ville, les villes ont... Il y a eu... C'est une technologie comme Internet, je dirais, qui a créé des changements profonds dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas toutes les avancées techniques qui ont cet impact-là, mais ça, c'était le cas. Et il est arrivé de quoi à une année particulière que les gens ressentent à plusieurs égards? 2007. Qu'est-ce qui est arrivé en 2007, d'après vous? Facebook. Non. De Facebook, c'est même avant, je pense. En 2007, est arrivé quelque chose qui a changé la vie de tout le monde ici. Tesla? Non. Tesla, ça ne change pas la vie de tout le monde. C'est pas le début de la crise économique. C'est une avancée technique que je vous parle. Le smartphone? Le iPhone. Le premier iPhone est arrivé en 2007. Et là, ça a pété. Là, ça a amené toute une nouvelle économie. Quand les gens disent « Hey, Tinder, là, c'est vraiment hot. C'est bien plus hot que mon classeur. Tu sais, tu fais ci, tu fais ça. » Attendez, on se calme. C'est comme juste une app que tu swipes, puis tout le monde peut penser à ça. Qu'est-ce qui fait que Tinder a brûlé le marché? C'est que tout à coup, est arrivé de quoi qui n'a jamais existé dans l'histoire du capitalisme. Ça s'appelle du financement sans fonds. Uber, trimestriellement, perd des milliards. Ils ont applaudi, ils ont envoyé leur communiqué de presse il n'y a même pas un mois. Ils ont dit, devinez quoi, on a une excellente nouvelle. On vient juste de perdre 2,4 milliards. La dernière fois, c'était 5,2. C'est hot, le monde, on fait yes, où c'est que j'achète des actions?
Des milliards. Ça fait que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, lancer une entreprise en disant, sais-tu quoi? Il arrivera ce qui arrivera. Moi, je continue, je suis déficitaire, on s'en claque. Mais comment tu veux que la compétition gère autour? C'est impossible. Ça fait que ça, c'est arrivé parce que quand le iPhone est arrivé, ça a fait péter les apps, les sites, Internet devenait mobile, l'information devenait mobile. Là, tu as toujours la théorie de l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est ça qui a amené des innovations ou des innovations en bon, après ça, on peut jaser. Mais ça a été déterminant. 2007, et d'ailleurs, dans la même foulée, il n'y a pas si longtemps, je voyais une étude qui disait que l'anxiété mesurée chez les plus jeunes commence en 2007. C'est-à-dire qu'elle existait de façon plutôt latente. Puis tout ce qu'on entend parler, tu sais, que des burn-out chez les ados, etc., c'est un vrai problème, là, c'est pas une farce. Regardez, aux 6 mois, la une du Journal de Montréal, c'est quoi? Recrudescence de Ritalin. 3 mois après, recrudescence d'antidépresseurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une raison. Il y a quelque chose qui se passe pour lequel... Eh bien, puis après ça, je peux vous parler de la planète. C'est quoi qui se passe avec la planète? C'est que les changements amenés par l'homme font en sorte que le buffer, la suspension, qui a existé pendant longtemps, elle ne se peut plus. C'est tout, c'est banal. Là, Mais quand vous regardez ça, vous faites tabarouette, ça explique tout. C'est-à-dire qu'il arrive un point, puis là, vous aurez compris qu'au moment où on se parle, bien, nous autres, on est là. On est ici. C'est-à-dire que notre adaptabilité, l'exemple que je vous donnais à l'avènement de la voiture, où pendant des décennies, on était capable de dire, oh, tranquillement, mon père a acheté une auto, puis là, 4 ans après, le beau-père en a acheté une autre. La télévision. En 1954, la télévision arrive en couleur. Ça fait que là, la télévision, là, il y en a qui n'ont pas les moyens. L'autre achète une TV. Là, il y a de la programmation qui se rajoute, tranquillement. Mais quand arrive, encore une fois, 95, Internet beaucoup, puis 2017, c'est les deux jalons. Quand arrivent ces deux moments-là, vous avez une explosion de tout. Moi, l'avant-dernier livre que j'ai écrit, ça s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent ». Puis c'est pas un conseil, c'est un constat. C'est qu'à cause de ça, moi, ma théorie, c'est qu'on a été tellement ultra bombardé d'informations qu'on en est venu à devoir filtrer naturellement tout le brouhaha. Puis on s'en remet maintenant à certaines personnes, entités, marques, etc., qui nous rassurent à travers tout l'hyper-choix. Parce que pour beaucoup de monde, l'hyper-choix, c'est un stress épouvantable. Si je te donne 20 choix au lieu de 3, il est très probable que tu vas entendre parler des 20 choix. Et là, il se rajoute un nouveau stress, c'est celui de te tromper. C'est vraiment de même. Il a même fait un test, il appelle ça le test du rack à marmelade. Il a vraiment amené des gens dans une fausse boutique où il mettait 2 marmelades, 3 marmelades, 4, 7, jusqu'à 27, je pense. Puis il mesurait le taux d'hésitation, combien de temps ça prenait, etc. Puis il réalisait que le nombre idéal de choix avec lequel on deal naturellement, c'est 6 ou 9. Quand on a 6 ou 9 choix, on a l'impression qu'on a eu assez de choix. Ça fait que notre côté, genre, je suis en train de me tromper, il tombe. Puis le côté, est-ce que j'ai fait un bon deal, il monte. Mais si vous êtes rendu à 12, c'est comme, ah non, non. Regardez, là, va déjà aller dans un restaurant, genre sur le plateau, c'est plein même. Des restaurants que, tu sais, de burgers, pizza, puis tout. Puis là, tu regardes, tu fais, comment ça se fait qu'il y a 12 pages de menu, le gars avec des hamburgers? C'est parce qu'il a mis pizza numéro 1, pepperoni, fromage, piment vert. Pizza numéro 2, pepperoni, fromage, piment vert, olive. Il a mis 57 sortes de combinaisons. C'est un exercice mathématique, c'est pas un menu. Puis tu regardes ça, puis moi, je fais tout le temps, pourquoi il a fait ça? C'est une erreur. Le monde va passer 5 minutes de plus, mêlé comme un jeu de cartes, à essayer de trouver c'est quoi la bonne pizza. Là, ça fait que ça fait partie du problème qui fait que tout à coup, la tech, elle s'est mise à monter en fou. Elle ne ralentira pas. Hein. Moi, je ne sais pas où c'est que ça va ralentir, le beat actuel. Donc, ça amène une idée, au-delà de ça, c'est que si vous n'êtes pas habilité à vivre le changement dans votre vie en général, l'époque va être plus difficile. La stabilité d'antan, c'est terminé. Moi, mon grand-père a été marié avec la même femme. Ah, mais tu ris dans l'une, je te dis. Mon grand-père a été marié 60 ans avec la même femme. Il changeait à chaque 2 ans ou 3 ans pour une Pontiac. C'était Pontiac, ça pouvait être un différent modèle, mais pour une Pontiac qu'elle a acheté au même concessionnaire à Saint-Raymond, dans le coin de Portneuf. Et il a eu le même travail. Il était justement ingénieur. Il ouvrait ingénieur civil, il ouvrait des routes, la route jusqu'à Mont-Laurier. Je pense que c'est grand-père qui a fait ça. Nommez-moi une personne que vous connaissez aujourd'hui qui a un des 3. Marié 60 ans, même job. Change tout. Le char, on s'en fout, là, mais c'est juste pour vous montrer que ça n'existe plus, c'est terminé. Change de job, hop, divorce, patente, tout. Ça fait que si vous êtes très résistant au changement, vous allez trouver le temps long. Puis pourquoi je vous parle de ça? Ça a directement rapport avec ce qu'on parle. C'est que dites-vous que vous êtes dans des circonstances changeantes tout le temps.
La matière que vous étudiez à bouge épouvantable. Le prof avec qui vous parlez, il y a eu une bonne journée, le lendemain, c'est une moins bonne. Vos collègues, etc., le travail d'équipe. Si vous acceptez l'idée que c'est tough de vouloir tout le temps conserver la même affaire comme c'était hier, vous vous mettez à nager un petit peu mieux à travers le brouhaha. Donc ça, je voulais quand même faire une parenthèse d'intro parce que je trouve que ça explique beaucoup de choses dans non seulement le monde où on vit, mais la réalité que vous allez avoir sur le plan professionnel. Et même actuellement, j'ai tendance à me projeter un peu, mais dans la vraie vie, déjà vous êtes là-dedans. Vous êtes une classe, vous avez des interactions. Il y a des gens avec qui c'est naturel, il y a des gens avec qui ça demande plus d'adaptation. Vous êtes dans un laboratoire de la société, même si vous avez une finalité qui est d'apprendre comment être un, je le répète, prestigieux ingénieur électrique. Oui. Mais à l'inverse, il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise s'ils n'ont pas assez de changements. Absolument. Donc, pour eux, cette époque-là est peut-être idéale. Ben, est idéal, sauf qu'en même temps, moi je le vis. Moi, je suis quelqu'un qui est très mouvant, etc. Puis j'ai une carrière en zigzag beaucoup plus que. Mais elle vient de l'adversité. Des bonnes années, des années plus tough. Tout à coup, moi, l'an passé, c'était une année de feu de flamme, mon émission de radio. Oups, tout à coup, il y a un mois de ça. Il y a des changements surprises à programmation, ciao, bye. Wow. 2 jours après, tu as une entrevue avec l'autre radio qui t'a appelé à côté. C'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise là-dedans, mais c'est pas vrai que parce que tu es à l'aise là-dedans, t'es millionnaire, tu fais le. C'est pas vrai. C'est juste qu'il y a quand même je crois qu'il y a une vraie plus-value très personnelle à avoir au moins l'ouverture au changement. Après, il y a des gens qui préfèrent gérer le risque, puis ça a de très bonnes vertus, puis il y a des gens qui, au contraire, n'en voient pas assez, peut-être. Tu comprends? Ça fait que, moi, loin de moi de dire vous devriez être comme ça, pas pantoute, mais c'est sûr que l'époque, logiquement, impose d'avoir une certaine ouverture face au fait qu'on aimerait que les affaires soient toujours en ligne droite. Si déjà on accepte que ce n'est pas le cas, ben, la personne avec qui on deal sur un travail d'équipe, qui, elle, est peut-être plus changeante que nous, elle change d'idée plus. Tu comprends? On est tous des individus avec des couleurs. Les gens qui pensent qu'ils sont drables, c'est juste peut-être qu'ils sont plus, comment low profile, là, introvertis. Il y a des gens plus introvertis, c'est pas un défaut. Moi, vous avez compris que je suis l'inverse, puis je m'entends très bien avec les introvertis. On se complète bien. Je trouve que ça a toujours été un mix qui marche. Mais pour ça, il faut apprécier ce que l'autre a. C'est ça l'affaire. C'est que les conflits que j'avais avec mon ancien partner, qui était encore mon grand chum, c'était des conflits où est-ce que je pense qu'on n'appréciait pas les qualités de l'autre. On les trouvait agressantes, on les trouvait fatigantes, et du gossant avec ces détails. Mais ces détails-là font que le code était d'une propreté exemplaire, puis on n'en parlait pas. Ça, à un moment donné, tu réalises ça, puis tu fais ma gueule, tu sais, en voulant dire ta gueule, mais à moi-même. Puis lui, la même chose. C'est comme, là, tout à coup, il réalise la vertu d'une idée. Parce que ce que vous allez, si on fait une parenthèse de ça, si vous regardez... non, je vais regarder, c'est mon dernier point. Oui, c'est pour ça que j'ai fait on va passer à ça ici, parce que j'ai des anecdotes le fun là-dessus. La technique sera toujours plus petite que son utilisateur. Je vous dis ça parce que ça a été souvent une source de conflit de vouloir être le plus droit, précis et clair possible avec mes associés. Je vous donne un cas super simple, puis vous allez voir, ça illustre tout ce que je veux vous dire. À un moment donné, dans mon classeur, on avait inventé un truc qui permettait, c'était surtout les filles qui l'utilisaient, qui permettait de, si tu veux, avoir une visibilité contrôlée par rapport aux gars dans le site. Tu pouvais choisir d'être invisible. Tu pouvais choisir d'être visible uniquement aux gars qui étaient à tant de kilomètres. Tu pouvais choisir, tu sais, on avait paramétré ton degré de visibilité. Faire en sorte que tu n'es pas gossé par tout à coup, tu ouvres ton compte puis tu fais 54 messages. Puis là-dessus, 47 anyway, ça n'a pas rapport. Ça fait qu'on s'est dit, on va. Puis là, on voulait avoir un nom parce que la communication des fonctionnalités, c'est hyper important. Si c'est mal placé dans le site et tout, ça peut être un facteur de revenu. Cette idée-là était le fun. Donc, ça faisait partie de notre forfait payant. Mais si c'est mal communiqué, ben, tu perds toute sa valeur, finalement. T'sais. Ça fait qu'on se disait d'abord, on le place où? C'est que ça, il y a une discussion qui est assez, genre, je pense que tout le monde est habilité, on est tous un utilisateur. Mais on dit quoi? On l'appelle comment? Et là, la grande chicane qui part, chicane, vous aurez compris, mais les grands débats. C'est-tu un antivirus ou un anti-spam? Ça fait que là, c'est un antivirus. C'est un antivirus parce que c'est comme, t'essaies d'éviter que quelqu'un... Non, c'est pas vraiment un virus, c'est un spam. C'est-à-dire que, ouais, non, écoute bien, la fille, là, quand elle reçoit plein, ben oui, c'est comme un spam, c'est comme ça reçoit trop de emails. Là, on est là-dedans. Maintenant, je fais comme, c'est même pas moi d'ailleurs, je pense que c'était Dominique qui dit comme, hey, sérieux, penses-tu vraiment, là, que les clients se demandent
si là, c'est un virus ou un spam, ils vont penser que c'est vraiment une fonctionnalité informatique, là, que c'est Norton qui propose une pub. Puis c'est vrai, j'en revenais pas qu'on était en train. Pourquoi? C'est quoi l'erreur qu'on faisait? C'est qu'on était en train de vouloir répliquer la fonctionnalité, alors qu'il faut juste se demander c'est quoi que ça évoque. Les mots ont une importance. Qu'est-ce que ça évoque, ce qu'on voulait mettre comme nom à la fonctionnalité? Ça évoque de pouvoir filtrer les dossiers. Ça fait que devinez quoi, c'est devenu filtre à dossier. Voilà. Ça a pris tout ça pour arriver à l'affaire la plus simple. Mais pour vrai, c'est banal de même, mais c'est toujours des histoires comme ça. On a fini par dire, bien, ça s'appelle un filtre à dossier. On va en venir. Puis là, c'était clair au bout, c'était bien placé dans le site, etc. Tu savais où tu cliquais, tu savais à quoi ça servait. Tu avais ton petit point d'interrogation si tu voulais en avoir. Mais au moins, filtre à bon, un filtre. Et là, on était dans une grande chicane à savoir pourquoi, mais c'était un piège de com. Et ce qui a amené à ça, c'est que souvent, on recevait des emails, mettons, de clients, de gars, de filles qui disaient moi, je comprends pas telle affaire. Puis notre réflexion, c'était tout le temps comme de rire d'eux autres. De faire faut-tu être calme? Dis-moi une bonne zaï qui comprend pas telle affaire. Mais ça, c'est complètement fou. Parce que quand même que je juge que Paulette ou Stéphane, il n'a pas compris puis qu'il devrait comprendre, lui, là, il a autre chose à faire dans la vie. Hein? Il va à la pharmacie après, il va à l'école. Commence pas à se casser la tête à savoir, ah mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire dans mon classeur zéro? Ça fait que quand tu travailles, que ce soit n'importe quoi dans ta formation, dans tes études, puis quand tu arrives à pouvoir le mettre en application, puis que ta réaction, donc ma conclusion à ça, c'est que ta réaction, c'est de dire non, mais moi, je le sais que c'est bien fait. En un mot, moi, je le sais que quand tu pèses sur le bouton, ça va bien. Ah, tu as juste fait la moitié de la job. Il faut que quelqu'un pèse sur le bouton, en sachant exactement pourquoi il pèse sur le bouton. Rendu là, je suis désolé, on n'est plus dans la technique. C'est que de la code. La technique est toute réglée. Je suis convaincu que votre code il est parfait. Tout est beau, votre plan, c'est bon. Vous savez comment ça rentre. Ah ouais, c'est tant de hertz, de tout ce que vous voulez. Là. Mais c'est la personne, là, l'utilisateur. C'est lui, là, au final. Là. Il y a juste lui qui compte. Oui? S'il n'a pas compris, c'est pas qu'il est cave, c'est autant la faute de l'émetteur que du récepteur. Ben, OK. Sauf qu'au final, toi, ce que tu veux, c'est, appelons ça un client. Ton client, ça peut être ton boss. Si toi, tout ce que tu dis... C'est quoi la différence, selon toi, entre un employé et un patron? Le rôle. Le rôle? C'est quoi le rôle, au final? Qui est responsable qu'au bout de ligne, ça marche? Le patron.